Salut amatrices et amateurs d'horreur et de tension, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez aimé le premier épisode. Mais pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas suivi le prologue ni l'épisode précédent, je vous invite à les regarder. Les liens sont dans la description. Et pour les autres, mettez-vous dans l'obscurité, prenez un casque audio ou des écouteurs, et bienvenue dans le deuxième épisode d'Ave Judas. Nous étions arrivés sur le parking du café, où je voulais me rendre pour avaler un petit déj avant d'arriver à Chicago. Avant d'entrer dans l'établissement, je serrai la main d'Eric, mais je remarqua que ce dernier avait un comportement assez étrange. En effet, le chasseur avait un visage crispé, mais le pire, c'était ses yeux. Ses yeux balayaient l'endroit assez souvent. « Ça va ?» lui demandai-je étonné. « Ouais, ça va aller », me dit-il, tout en continuant à regarder partout autour de lui. J'étais mal à l'aise, et de toute façon, je devais le laisser. Je lui fis signe, en guise de revoir, puis je me mis en marche vers le café. J'avais un sacré besoin de caféine. Au moins, peut-être que ça comblera le manque de sommeil de la nuit passée au motel de passe. Et dire qu'il me reste 350 bornes avant d'atteindre mon objectif. 350 putains de kilomètres à parcourir en Harley, en étant mort de fatigue. Ce qui serait sûr, c'est que je me contenterais pas que d'un seul café. Plus j'approchais de la porte d'entrée du bâtiment, plus je sentais les odeurs qui titillaient mes narines. Une fois à l'intérieur, j'aperçus quelques personnes attablées ou au bar. Je cherchais une place tranquille dans un coin de la salle. Aucun des clients ne m'avait remarqué. Chacun d'entre eux était plus préoccupé à boire leur café ou leur jus de fruits. L'endroit était calme. Seul le son qui émanait de la télé mettait un peu d'ambiance. L'attente fut brève. Quelques instants plus tard, une jeune serveuse prit ma commande. Le service fut rapide. J'avais tellement faim qu'il me fallut pas longtemps pour tout avaler. Mais, contrairement à la nourriture, que j'avais engloutie assez rapidement, je bus mon café par petites gorgées. Non pas parce qu'il était chaud, mais qu'il était franchement dégueulasse. Mais bon, je peux pas leur en vouloir. J'étais dans un bled paumé aux États-Unis, pas sur la terrasse d'un café en Italie. Pendant que je buvais lentement mon café, mes yeux furent rivés sur l'écran de télé, qui était fixé dans l'un des angles de la salle. Des présentateurs d'une chaîne locale présentèrent les nouvelles au niveau de l'état de l'Illinois et aux abords. Pendant que je bus une gorgée de café infecte, mes yeux s'écarquillèrent à la vue d'une séquence à l'écran de télévision. J'étais à 2 doigts de recracher ma gorgée de café quand je vis la photo de Rick à la télé. Pour le peu que j'ai compris, l'homme que j'avais transporté ne s'appelait pas Rick, mais Luigi, un ressortissant français qui était installé dans l'Illinois depuis plus de 25 ans. Mais, pour des raisons obscures, a disparu pendant 15 ans, avant de réapparaître complètement cinglé. Je compris également qu'il s'était retrouvé en hôpital psychiatrique pendant quelques mois avant de s'en échapper. À la vue de ces nouvelles, je commençais vraiment à avoir des sueurs froides. Je me leva de ma chaise en jetant 1 ou 2 billets, avant de me diriger en vitesse vers la porte d'entrée. Je sais pas pourquoi, mais il fallait que je me barre de cet endroit. Et je sais très bien que j'aurais dû prévenir la police. Mais il faut me comprendre. Si j'aurais fait ça, mes vacances auraient été gâchées, le temps de mon road trip. Une fois sorti du bâtiment, je courus jusqu'à ma bécane. Au moment où je l'enjamba, une main se posa brusquement sur mon épaule, tandis qu'un truc assez fin
se colla contre ma gorge. Je reconnus instantanément la lame d'un couteau qui s'était posée sur l'une de mes jugulaires. « Je sais que tu as reconnu ma tronche à la télé. Maintenant, tu vas m'aider à me barrer le plus loin possible de cet endroit maudit. » Énormément de choses défilèrent dans ma tête, notamment les idées de comment j'allais pouvoir m'en sortir. Technique de self-défense ou un coup de bombe lacrymogène dans ses yeux? La deuxième solution était franchement séduisante. Mais malheureusement pour moi, la bombe se trouvait dans l'une de mes poches intérieures de ma veste. « Dépêche-toi, on se tire d'ici !» me dit-il, en me la serrant légèrement avec son couteau. Face à l'assistance du bonhomme, je n'eus pas d'autre choix. Je mis le contact, puis nous partîmes. De par la lame du couteau, qui était constamment collée contre ma gorge, la peur me gagnait de plus en plus. Ça faisait presque 10 minutes qu'on avait quitté le village dans lequel ce taré m'avait pris en otage. « Accélère, on se traîne !» me cria-t-il à travers mon casque. Ce que je fis. Pendant qu'on traversait l'immense forêt qui enclavait le village qu'on avait quitté, je lui posai la question qui me brûlait les lèvres. « Combien de temps vous allez me coller votre putain de couteau sous ma gorge ?» À cet instant, il me répondit sans hésiter. « Quand on aura quitté la forêt, pas avant. » Pourquoi, mon pote, si je te le disais, tu me prendrais vraiment pour un fou? Visiblement, c'était vraiment le cas, vu que le gars était interné en hôpital psychiatrique avant de s'enfuir. Je lui posa par la suite quelques autres questions, mais mon agresseur s'enferma dans un mutisme. On sortit d'un virage assez serré pour déboucher sur une ligne droite. Ce que je vis à peu près 200 ou 300 mètres me fait sourire. La fin du cauchemar, me dis-je tout bas. Enfin, c'est ce que je croyais. En effet, il y avait une patrouille de police postée sur le bas-côté de la route. Un policier me fit signe de m'arrêter. En temps normal, ça me gavait à chaque fois qu'un flic m'arrêtait. Mais là, c'était une bénédiction. Au même moment, je sentais le fil de la lame se presser contre ma gorge, à tel point que sur une secousse, la lame m'entaillait une fois de plus ma carotide. Je sentais un épais liquide chaud couler de mon cou. Je poussai un cri de douleur, suivi de quelques injures envers l'inconnu. « Ta gueule! Continue de foncer! Et surtout, évite-les !» me cria-t-il. « J'ai pas envie d'être inculpé pour un deuxième meurtre !»« Espèce de taré, c'est moi qui conduis !» lâchai-je. La distance raccourcissait entre nous et la police. À 50 mètres de distance, je mis un grand coup d'accélérateur et me mis à contourner le policier qui était en plein milieu de la route. Exactement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû m'arrêter, mais avoir un couteau sur ma gorge en guise d'épée de Damoclès. À ma place, vous auriez agi comment? Je n'avais pas d'autre choix. Après s'être éloigné des policiers, on entendit plusieurs coups de feu et une sirène hurlante. À cet instant, je vis la voiture des flics qui nous suivait. « Plus vite !» hurla l'inconnu, ce que je fis sans hésiter. Si on se fait choper, je promets que ce mec va passer un sale quart d'heure. J'étais maintenant à plus de 120 km/h. Pendant qu'on se faisait courser par les flics, je pris un peu d'avance. 200 mètres nous séparaient de la voiture de police. J'enchaînais les virages, les lignes droites avec bien du mal, car ma vision commençait peu à peu à se brouiller, dû à, je suppose, à la coupure à la gorge que ce connard m'a fait. Quand ce sera arrêté, je défoncerai ce mec, soyez-en sûrs. Plus j'avançais, plus j'avais du mal à garder les yeux ouverts. La sirène de police était à peine audible. J'allais entamer un virage quand je perdis connaissance. J'en pouvais plus. La moto et les deux occupants volaient dans le décor. Une bonne dizaine de secondes plus tard, la voiture de police prit le virage. Les policiers ne se doutèrent absolument pas que la moto qu'ils poursuivirent avait eu un accident. Le véhicule de police s'éloigna de plus en plus,
ainsi que la sirène s'estompa jusqu'à disparaître. Les paupières de mes yeux s'écartèrent avec difficulté. Tandis que je me frottais le front, une série de flashs concernant l'accident survinrent. C'est à ce moment-là qu'un mal de crâne m'envahit. Peut-être à cause de la lumière qui m'éblouissait, ou les flashs, je ne pourrais pas vous dire avec certitude. À cet instant, je sentis une main assez frêle se poser sur mon épaule. Puis, une voix féminine, relativement douce, se fit entendre. « Ne vous inquiétez pas, étranger, tout va bien, calmez-vous. » Puis, une autre personne parla. Cette fois, c'était celle d'un vieil homme. « On dirait bien que notre invité semble se réveiller. Vous êtes qui ?» demandai-je en me redressant sur le lit dans lequel j'étais allongé. Il me fallut quelques secondes pour me réhabituer à la lumière. « Nous sommes une petite communauté qui se nomme les disciples de Judas, » déclara le vieil homme. Je me frotta les yeux. « Et comment je suis arrivé ici ?» Le vieil homme me répondit. « Rosaline vous a trouvé au milieu des bois. Vous n'aviez pas l'air d'être en forme. C'est pourquoi on vous a transporté jusqu'ici. Moi et quelques personnes de notre communauté. Vous aviez une coupure à votre cou. La plaie devait être vraiment profonde. Vous comprenez, on a fait preuve de charité. Même si je dois vous dire que cela n'est vraiment pas dans nos habitudes, » répliqua le vieux en gloussant. Un petit silence s'installa avant que le vieux monsieur reprenne la parole. « Excusez-moi, j'ai fait preuve d'un honteux manque d'éducation. Je m'appelle John et je suis responsable des disciples de Judas. » Enchanté. Mes yeux étaient maintenant entr'ouverts, mais ma vision était encore troublée. Je tendis mon bras dans le vide en disant « Enchanté, moi c'est Damien. Je vous remercie de m'avoir secouru. »« C'est normal, nous allions pas vous laisser mourir dans la forêt » rétorqua l'homme. « Maintenant, reposez-vous. Je pense que vous en avez bien besoin. » À cet instant, j'entendis des bruits de pas sur un plancher en bois. Puis, une porte s'ouvrir et se refermer. L'homme, appelé John, sortit de la maison, dont les murs étaient faits de torchis et le toit fait de bois. Bon nombre des villageois, vêtus de façon moyenâgeuse, attendirent que le dirigeant de la communauté sorte. Les bras du vieil homme étaient chargés des vêtements sales de Damien. « Il s'est réveillé !» déclara le vieil homme. C'est alors qu'une vieille femme se détacha du groupe de villageois. Cette vieille femme s'appelait Adélaïde et qui était en fait la femme de John. Adélaïde s'arrêta devant son mari et prit les vêtements de Damien en disant « Je m'en occupe. »« Une seconde !» dit-il à sa femme, tandis qu'elle faisait demi-tour. John fouilla dans les poches du jean de Damien et en sortit le portable de ce dernier. Le vieil homme de 72 ans contempla l'objet avant de faire signe à l'un des villageois qui faisait partie du rassemblement. John lui donna l'objet en lui disant « Occupe-toi-en tout de suite !» Le villageois bedonnant hocha de la tête et prit le portable. Il traversa la foule qui s'écarta à son passage. L'homme, de forte corpulence, alla près d'une grange, duquel se trouvait un billot de bois. Il posa sèchement le portable sur le rondin, puis prit une hache à proximité. L'homme prit un grand élan et scinda le portable en deux. John, qui l'avait rejoint, gloussa en ajoutant « Comme ça, on n'aura plus de problème. Maintenant, allons nous occuper de notre cher ami. »